Lana Turner raconte enfin la vérité sur Joan Rivers. Lana Turner est née Julia Jean. Lana Turner est née le 8 février 1921 à Wallace, dans l'Idaho. Elle a grandi loin des lumières vives d'Hollywood. Sa jeunesse a été marquée par les difficultés, surtout après la perte tragique de son père alors qu'elle était encore enfant. Ses premières épreuves lui ont inculqué une profonde résilience et une détermination, des qualités qui l'aideront plus tard à naviguer dans le monde turbulent du spectacle. Elle a déménagé avec sa mère en Californie, et c'est là, au cœur de Los Angeles, que sa vie a pris une tournure extraordinaire. L'histoire célèbre de la découverte de Lana est devenue l'une des légendes durables d'Hollywood. À seulement 16 ans, alors qu'elle sirotait un soda dans un café en face de Hollywood High School, elle a été repérée par le chasseur de talent Billy Wilkerson. Frappé par sa beauté et son charisme, il l'a présentée à l'industrie cinématographique. Presque du jour au lendemain, Julia Jean Turner est devenue Lana Turner, un nom qui allait bientôt être synonyme de glamour, de romance et de pouvoir de star. Ses débuts au cinéma ont eu lieu en 1937, avec un petit rôle dans They Won't Forget, et son apparence saisissante a immédiatement attiré l'attention, la propulsant sous les feux de la rampe hollywoodienne. Tout au long des années 1940 et 1950, Lana Turner s'est imposée comme l'une des stars les plus rentables de l'industrie. Connue sous le nom de Sweater Girl pour sa beauté juvénile, elle est passée de rôles ingénus à des performances plus dramatiques qui ont mis en valeur son talent. Elle a joué dans des films classiques tels que Ziegfeld Girl en 1941, Le Facteur sonne toujours deux fois en 1946, où son interprétation de Cora Smith l'a consacrée comme une femme fatale sensuelle, et Les Ensorcelés en 1952, une performance qui lui a valu les éloges de la critique. Plus tard, elle a reçu une nomination aux Oscars pour la meilleure actrice pour son rôle dans Peyton Place en 1957, prouvant qu'elle n'était pas seulement une déesse de l'écran, mais aussi une actrice sérieuse avec une profondeur émotionnelle. Malgré ses difficultés personnelles, Lana Turner a conservé son statut de véritable star. Sa beauté, son charisme et son talent indéniable lui ont assuré une place parmi les plus grandes actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Elle était admirée pour sa capacité à se réinventer, à passer de la pin-up insouciante des années 1940 à l'actrice sophistiquée et imposante des décennies suivantes. Elle a également perduré aux yeux du public grâce à des rôles à la télévision et à des apparitions sur scène, prouvant son dévouement à son métier, alors même qu'Hollywood changeait autour d'elle. La vie personnelle de Lana Turner a été aussi sensationnelle et souvent aussi turbulente que son illustre carrière hollywoodienne. Connue pour sa beauté époustouflante et sa présence magnétique à l'écran, Turner est également devenue célèbre pour ses relations tumultueuses. Elle s'est mariée 8 fois au total avec 7 maris différents, un fait qui a maintenu son nom à la une des journaux presque aussi souvent que ses rôles au cinéma. Sa série de mariages reflétait à la fois son désir de stabilité et son cœur impulsif, qui l'a souvent conduite à des unions passionnées mais de courte durée. Les hommes qu'elle a épousés allaient de chefs d'orchestre et d'acteurs à des hommes d'affaires. Chaque relation commençait par un sentiment de romance pleine d'espoir, mais se terminait fréquemment par une désillusion, un conflit ou un chagrin d'amour. Plus tard dans sa vie, avec son esprit caractéristique et une touche d'humour autodérisoire, Turner a résumé son histoire conjugale avec une remarque qui est devenue presque aussi célèbre qu'elle. Mon objectif était d'avoir un mari et 7 enfants, mais il s'est avéré que c'était l'inverse. Cette phrase révélait non seulement son charme et sa franchise, mais aussi sa capacité à affronter ses propres déceptions avec un sens de l'ironie et de la résilience, des qualités qui l'ont rendue encore plus attachante au public. Pourtant, aucun épisode de la vie personnelle de Lana Turner n'a attiré plus l'attention des médias, ni projeté une ombre aussi longue que la choquante tragédie de 1958. Au centre de la tempête se trouvait sa fille adolescente, Cheryl Crane, et l'amant de Turner à l'époque, Johnny Stampinado. Stampanado, un garde du corps et homme de main lié à la figure du monde interlope, Mickey Cohen, était devenu célèbre pour son tempérament violent et sa relation volatile avec Turner. Leur romance
bien qu'intense, était en proie à de fréquentes querelles, des accès de jalousie et même des violences physiques qui laissaient Turner à la fois craintive et piégée. Dans la nuit du 4 avril 1958, dans la maison de Turner à Beverly Hills, l'une de ces confrontations explosives a tourné au drame. Au cours d'une dispute violente entre sa mère et Stompinado, Cheryl, âgée de 14 ans dans une tentative désespérée de protéger Lana, est intervenue avec un couteau de cuisine et a mortellement poignardé Stompinado. L'incident a immédiatement fait la une des journaux, captivant non seulement Hollywood, mais toute la nation. La star de cinéma glamour, dont la vie ressemblait à un conte de fées, a été soudainement plongée dans un scandale qui a brouillé la frontière entre la fiction du film noir et la réalité tragique. Les journaux ont publié des titres sensationnels. Les commentateurs de la radio ont disséqué chaque détail et les journalistes ont campé devant la maison de Turner et le palais de justice, avides de chaque photo et de chaque citation. Pour Lana Turner, cette épreuve a été à la fois profondément personnelle et douloureusement publique. Elle a dû témoigner lors de l'enquête du coroner où elle s'est effondrée à la barre, ses émotions à vif et exposées. L'enquête a finalement statué que l'homicide était justifiable, acceptant que Cheryl ait agi pour défendre la sécurité de sa mère. Bien que Cheryl ait été épargnée par des accusations criminelles, l'affaire a laissé de profondes cicatrices sur la mère et la fille et a marqué à jamais l'image publique de Turner. Malgré le traumatisme, Turner a fait preuve d'une force remarquable, poursuivant sa carrière, même si les tabloïds continuaient de spéculer sur sa vie privée. Pour le public, la tragédie n'a fait qu'intensifier son aura. Elle est devenue non seulement la starlette glamour découverte dans une fontaine à soda, mais aussi une femme qui avait enduré un mélodrame réel, aussi dramatique que tout ce qu'Hollywood pouvait écrire. À bien des égards, cet incident a cimenté sa place en tant que figure qui incarnait à la fois l'illusion éblouissante d'Hollywood et les réalités plus sombres derrière sa façade scintillante. Pendant une grande partie de sa vie, Lana Turner a été connue comme la Sweater Girl, une sirène glamour dont l'image a été soigneusement façonnée par le système des studios hollywoodiens. Elle a été l'une des stars les plus brillantes de la MGM dans les années 1940 et 1950, captivant le public par sa beauté et son intensité dramatique. Mais sous les couches de vernis de studio et les titres des tabloïds, Turner était aussi une femme avec des opinions tranchées, en particulier sur d'autres femmes importantes du monde du spectacle. Dans les dernières années de sa vie, elle est devenue de plus en plus franche, offrant parfois des réflexions acerbes mais honnêtes sur ses contemporaines. L'une de ces révélations concernait personne d'autre que Joan Rivers, la comédienne novatrice dont l'esprit vif et l'humour mordant l'ont rendue à la fois aimée et crainte dans le monde du spectacle. Turner, qui a vécu l'âge d'or d'Hollywood, a été témoin direct de la façon dont l'industrie traitait les femmes, comment elle les exaltait tant qu'elles étaient jeunes. C'était jeunes, belles et dociles, pour ensuite les jeter lorsqu'elles ne correspondaient plus au moule. Joan Rivers, aux yeux de Turner, représentait à la fois un défi à cette tradition et un renforcement de celle-ci. Lana a fait une fois cette remarque lors d'une conversation privée. Joan gagnait sa vie en démolissant d'autres femmes. Elle était drôle, oui, mais parfois cruelle. Je n'ai jamais su si elle réalisait à quel point ses mots pouvaient blesser. Ce commentaire était frappant car Turner elle-même avait été soumise à des décennies de commérages, d'examens minutieux et de moqueries dans la presse. De ses mariages orageux au scandale notoire de Johnny Stompinado, elle était souvent la cible de blagues cruelles. Joan Rivers, qui n'a jamais hésité à se moquer des légendes d'Hollywood, utilisait parfois le nom de Turner dans ses spectacles de stand-up. « Je n'aimais pas ça », a admis Turner, mais en même temps, je savais que Joan faisait ce qu'elle devait faire pour survivre dans un monde d'hommes qu'est la comédie. Ce paradoxe traduit l'ambivalence de Turner, du ressentiment d'être ciblé, mais aussi de l'admiration pour l'audace de Rivers. Glenn Corbett, l'acteur qui connaissait personnellement Turner et qui entendait parfois ses réflexions franches, se souvient que l'actrice parlait avec une vulnérabilité surprenante à ce sujet. Lana m'a dit « Vous savez, Glenn, Joan Rivers est dure parce qu'elle devait l'être. Personne ne lui a rien donné. À Hollywood, j'ai été découverte dans une fontaine à soda.
Joan a dû se frayer un chemin jusqu'au micro. Ce genre de lutte vous rend affûté, parfois trop affûté. Corbett a expliqué que Turner reconnaissait en Rivers une forme de résilience qu'elle respectait, même si elle n'aimait pas toujours être la cible des critiques acerbes de la comédienne. Ce qui rendait les commentaires de Turner particulièrement révélateurs, c'était sa volonté de reconnaître ses propres contradictions. Elle a admis que, dans sa jeunesse, elle aurait été furieuse contre Rivers, voire qu'elle aurait rejeté son style d'humour. Mais l'âge, les difficultés et des décennies de lutte contre ses propres démons avaient adouci sa vision des choses. « Quand j'ai eu 60 ans, a confié Turner, j'ai regardé Joan et j'ai pensé « Elle essaie juste de faire rire les gens et ce n'est pas facile. La vérité est que j'enviais sa liberté de dire ce qu'elle pensait. Je n'ai jamais eu ce genre de liberté dans ma carrière. » Corbett a ajouté un autre détail qui éclaire les sentiments de Turner. Elle m'a dit « Joan était capable de dire des choses pour lesquelles j'aurais été crucifié. » C'est la différence entre une actrice liée par des contrats et une comédienne qui a construit sa propre scène. J'aurais aimé avoir son courage à certains égards. Cet aveu souligne non seulement la vision complexe de Turner sur Rivers, mais aussi sa réflexion plus large sur les contraintes imposées aux femmes à l'âge d'or d'Hollywood, par rapport à la génération plus récente et plus effrontée que Rivers incarnait. En fin de compte, la vérité de Turner sur Joan Rivers n'était ni un éloge sans réserve, ni une condamnation pure et simple. C'était une reconnaissance nuancée et réfléchie de l'admiration et de la douleur. Elle comprenait le prix à payer pour être une femme dans le monde du spectacle, que ce soit pour endurer l'objectivation du système des studios ou la langue acérée d'une comédienne qui gagnait sa vie en ridiculisant les autres. Turner, qui avait traversé le scandale, le chagrin d'amour et la réinvention, reconnaissait que Rivers portait elle aussi les cicatrices de ses batailles. La partie la plus révélatrice de sa réflexion était peut-être celle où elle a conclu « Si Joan a fait rire les gens à mes dépens, qu'il en soit ainsi. On s'est moqué de moi, on a pleuré sur moi et on a écrit sur moi plus que sur la plupart des gens. Mais je suppose qu'en fin de compte, cela signifie que j'ai compté assez pour qu'on se souvienne de moi. Et si Joan Rivers a contribué à maintenir mon nom en vie dans l'esprit du public, alors peut-être que je lui dois un remerciement après tout. » Pour Lana Turner, qui avait passé sa vie à être à la fois adulée et blessée par les projecteurs, ce dernier mot sur Joan Rivers révélait non pas de l'amertume, mais une sorte de réconciliation, une reconnaissance que les deux femmes, à leur manière, avaient survécu à Hollywood en étant inoubliables. Au début de la soixantaine, Turner a commencé à faire face aux conséquences sur sa santé de décennies de consommation d'alcool et de tabac. Consciente des dangers et déterminée à prolonger sa vie, elle a pris la décision difficile d'abandonner complètement l'alcool. Arrêter de boire exigeait de la discipline et du courage, d'autant plus que l'alcool avait toujours été une partie intégrante du monde social d'Hollywood. Sa décision d'arrêter de boire était motivée par le désir de préserver la santé qui lui restait, démontrant une volonté qui reflétait son esprit de survivante. Cependant, le tabagisme s'est avéré être une bataille qu'elle ne pouvait pas gagner. L'emprise physique et psychologique de la nicotine, est restée inébranlable pour elle, comme pour beaucoup de personnes de sa génération qui avaient commencé à fumer bien avant que les effets dévastateurs ne soient largement reconnus. Cette dépendance allait avoir des conséquences tragiques. Au printemps 1992, la vie de Turner a pris une tournure désastreuse lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer de la gorge. Pour une femme dont la carrière avait été construite non seulement sur sa beauté, mais aussi sur sa voix, expressive, sensuelle et imposante, la nouvelle était profondément alarmante. Dans un communiqué de presse, Turner a tenté de rassurer ses fans et le public en déclarant que le cancer avait été détecté tôt et, surtout, qu'il n'avait pas endommagé ses cordes vocales ni son larynx. Elle voulait souligner qu'elle n'avait pas perdu l'une de ses qualités essentielles, sa capacité à parler et à communiquer. L'annonce reflétait également sa dignité et sa force, car elle a choisi d'affronter sa maladie publiquement plutôt que de se retirer dans le silence. Les médecins ont pratiqué une chirurgie exploratoire pour tenter d'enlever le cancer, mais la situation était plus grave qu'on ne le pensait initialement. La maladie s'était déjà métastasée, se propageant à sa mâchoire et à ses poumons, ce qui réduisait considérablement ses chances de survie à long terme.
Turner a subi une radiothérapie, l'un des traitements les plus pénibles et les plus épuisants qui soient, qui a mis à l'épreuve sa résistance physique et émotionnelle. Pourtant, même après avoir enduré les effets épuisants du traitement, elle a essayé de maintenir une perspective pleine d'espoir. Au début de 1993, elle a annoncé qu'elle était en rémission complète, et cette déclaration a donné à ses fans un regain d'optimisme. Turner, toujours consciente de son public, savait qu'il était important de paraître forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les millions de personnes qui l'admiraient depuis des décennies. Malheureusement, cet optimisme a été de courte durée, car en juillet 1995, les médecins ont confirmé que le cancer était réapparu, cette fois de manière plus agressive. Malgré sa santé défaillante, Turner a continué à faire preuve d'un courage et d'une détermination remarquables. En septembre 1994, elle a fait ce qui allait devenir sa dernière apparition publique au Festival international du film de San Sébastien en Espagne. Elle y a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière, une juste reconnaissance de sa carrière remarquable et de son influence durable dans le cinéma. Turner a assisté à l'événement et en fauteuil roulant pendant une grande partie du temps, un symbole poignant de la façon dont sa maladie l'avait affaibli physiquement, mais son esprit est resté indomptable. Les fans et les collègues ont vu dans son apparence à la fois la fragilité de ses derniers jours et la force indéniable d'une femme qui avait affronté le scandale, le chagrin d'amour et la maladie avec une grâce inébranlable. 9 mois plus tard, le 29 juin 1995, Lana Turner est décédée chez elle à Century City, Los Angeles. Elle avait 64 ans. La fin est survenue à la suite de complications dues au cancer contre lequel elle s'était battue si courageusement. À ses côtés se trouvait sa fille unique, Cheryl Crane, qui avait partagé les triomphes et les tragédies de sa mère et qui l'avait soutenue pendant les années les plus difficiles. Pour Cheryl, la perte a été dévastatrice. Elle a décrit plus tard la mort de sa mère comme un choc total, expliquant que Turner avait semblé aller mieux dans les semaines précédentes, ayant tout juste terminé 7 semaines de radiothérapie. Ce caractère soudain n'a fait qu'accentuer le sentiment de perte ressenti par ceux qui l'aimaient.